Do you really think you have a chance against us, Mr. Cowboy? Yippee-ki-yay, motherfucker. Il y a certains films qui font partie de nos vies depuis si longtemps qu'il nous est impossible de dire à quel moment on les a découverts. Des films dont on garde un excellent souvenir et que l'on prend plaisir à revisiter régulièrement, comme on rendrait visite à un vieil ami. Pour moi, Die Hard, Piège de cristal en français, fait partie de ces films. Et lorsque je le regarde avec un œil d'adulte, deux choses se produisent. Je revois l'adolescente que j'étais, fascinée par les scènes d'action et les répliques de Bruce Willis, mais je vois aussi la mise en scène inventive, l'écriture maîtrisée et le jeu des acteurs. C'est un film qui parle autant à la Marie adolescente qu'à la Marie adulte, mais pour des raisons totalement différentes. Et il n'y a pas tant de films qui me font cet effet. Vous l'aurez peut-être compris, Die Hard de John McTiernan, alias Maman j'ai raté l'avion pour les adultes, c'est le film dont nous allons vous parler aujourd'hui. Yippee-ki-yay, motherfucker! Bonjour Kinou. Et salut Marie, salut à tous. Ça fait partie de notre cinémathèque à tous les deux, ce film. Ah ouais, celui-là, il est dans le Panthéon. Il est vraiment génial. J'adore ce film. C'est incroyable. Il est tellement jouissif. Ouais. Je sais pas combien de fois je l'ai vu, mais je l'ai vu vraiment beaucoup. Et à chaque fois, je me dis, oh là là, mais ce film, il est trop bien, quoi. Je suis fan. Il est top. En plus, il y a pas un moment où tu te dis, tu vois, j'aurais aimé que ça se passe différemment et tout ça. Enfin, il y a un côté feel good, même si c'est pas feel good movie à proprement parler, mais il y a un côté hyper jouissif, comme tu le dis. Ah, mais je te rejoins complètement. Il me met en joie, en fait, ce film. Alors que c'est une histoire de terroriste à la base, mais... C'est pas quand même c'est pas une comédie romantique, quoi. Mais il y a un côté comme ça hyper jouissif et hyper marrant, en fait. Aussi, parce qu'il y a beaucoup d'humour, je pense qu'on va y revenir aussi dans notre analyse du film. Mais j'aime bien le côté casse-couille de McClane, en fait. Ah, il est génial. Et je me retrouve un peu dedans. Donc, je m'identifie au personnage. Mais bon, c'est un classique pour une raison. Et quand je dis c'est Maman, j'ai raté l'avion pour les adultes, c'est un podcast que j'écoute qui s'appelle Lessons from the Screenplay. Donc le mec qui fait ce podcast soulève ce point. J'avais jamais fait le parallèle, mais effectivement, je comprends le pas. Enfin, il y a vraiment un lien en fait entre ces deux films et j'en ressors avec la même jouissance. C'est vrai en fait. qu'il y a un côté, je suis tout seul, je peux compter que sur moi-même et je suis menacé, quoi. Et je vais les rendre dingos, quoi. En plus, il y a vraiment cette idée de je vais les rendre dingos. C'est vraiment ça qui est bon. Bah d'ailleurs, il y a un lien qui est assez incroyable, c'est que celle qui joue Holly Gennaro, Holly McClane, Bonnie Bedelia, je crois qu'elle s'appelle Bedelia, je sais plus. C'est la tante de Macaulay Culkin. Donc tu vois, il y a un lien en plus. Ah, ok. Donc il y a quand même ça peut pas être un hasard à ce niveau-là. Donc ça veut dire que John McClane et Holly McClane, c'est le tonton et la tati de Kevin McAllister. Trop cool. Il y a un côté un peu psychopathe chez Kevin McAllister qu'on retrouve un peu chez McClane aussi. Oui, donc, c'est vrai, non, complètement. Parce que quand même dans le deuxième Die Hard, je crois que pendant longtemps ça a été le film où il y a le plus de morts recensés, 58 minutes pour vivre. Donc, Ah, je savais pas. Ouais, je crois qu'il y en a 162 si ma mémoire est bonne. Donc il y a quand même un côté psychopathe, c'est un peu fort, mais bon, il n'hésite pas à appuyer sur la gâchette quand c'est nécessaire, John McClane. C'est sûr. Alors, on va déjà parler de la genèse du projet et de la pré-production. Die Hard est adapté d'un livre de Roderick Thorpe. En fait, le livre en question, c'est la suite d'un premier livre qui s'appelait Le Détective et qui avait été adapté à l'écran avec Frank Sinatra. En fait, il y a beaucoup d'idées remarquables du film qui viennent du livre. Une grande partie des scènes d'action, notamment, c'est emprunté au livre. Par contre, le ton est différent. Il y a peu d'humour dans le livre, en fait. C'est vraiment un truc C'était beaucoup plus sombre, en fait. Voilà. D'ailleurs, c'est des terroristes dans le bouquin, je crois. C'est pas des braqueurs. Et le personnage en lui-même, il est hyper différent. Hein. Donc déjà, il s'appelle pas John McClane dans le livre. C'est un mec qui est qui a à peu près la soixantaine, qui rend visite à sa fille qui bosse donc dans cette grande entreprise et qui est cocaïnomane. Sa femme est morte et en fait, il va essayer de sauver sa fille. L'idée de la tour est la même, en fait. Hein. D'ailleurs, il a eu l'idée du livre en voyant le film La Tour Infernale. Comme Le Détective, son premier bouquin avait été adapté, enfin le premier bouquin de la saga, je ne suis pas sûre que c'était le premier livre de l'auteur, il avait été adapté au cinéma avec Sinatra. L'auteur s'est dit, tiens, ça fait des thunes, on va écrire une suite pour Sinatra. Donc à la base, le livre, le 2, c'était dans l'idée qu'il soit adapté aussi avec Sinatra en héros. C'est pour ça qu'il en a fait un homme plus vieux. Il y avait un lien contractuel en fait qui liait Sinatra au studio, c'est que ayant été l'acteur principal du détective, il y avait une clause dans le contrat qui stipulait qu'en fait s'il y avait une suite ou
ou une histoire qui continuait avec les mêmes personnages, Sinatra devait être impérativement à minima consulté, c'est-à-dire, ça devait être lui l'acteur principal. Oui, il était prioritaire sur la liste, en fait. Mais t'imagines ce film avec Frank Sinatra? Ça aurait pas été le même film, c'est Non, clair. c'est Bon, il y a le côté Noël un peu, tu vois, mais c'est à peu près tout. Mais en plus, donc ils ont demandé à Jeb Stewart, qui était un scénariste, qui était un peu dans la galère d'ailleurs à ce moment-là, d'écrire le scénario quand la Fox a acheté les droits du livre. Et donc ils lui ont décrit l'idée comme ça, ils lui ont dit, il faut que tu nous écrives un Rambo, mais dans un building à Noël, quoi, en gros. Et il a pas mal galéré à écrire le script jusqu'au jour où il a eu une grosse dispute avec sa femme. Et il est sorti de chez lui super énervé, il a pris sa voiture et il est passé à 2 doigts d'avoir un gros accident de voiture. Et là, il s'est dit, si j'étais mort sans avoir pu m'excuser auprès de ma femme. Et c'est comme ça qu'est née l'idée de base du film, en fait. Donc il y a un autre auteur après qui a rejoint le script, qui s'appelle Steven De Souza, qui lui a fait pas mal de réécriture durant le tournage et qui a injecté beaucoup d'humour. Parce que quand ils ont demandé à McTiernan de faire le film, il avait eu beaucoup de succès avec Predator, et McTiernan, à la base, il a refusé 2 fois, je crois. Et il a fini par accepter à condition que les choses deviennent un peu plus fun, qu'il y ait de la joie, que les terroristes soient pas des terroristes, mais quelque chose de plus fun, en fait. Alors que dans le livre, c'est vraiment très, très sérieux. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a eu pas mal de réécriture de ce côté-là. Sinatra aurait dû être obligé par contrat, en fait, de lui demander. Et il avait 70 ans au moment où le film allait se tourner, donc heureusement qu'il a dit non. Ouais, il a dit qu'il était trop vieux pour ces conneries, donc voilà. Ce qui inspirera peut-être une autre punchline d'un autre film d'action. Oui, qui était d'ailleurs tourné plus ou moins au même moment, Ouais. ça, je pense. Donc voilà. Alors, est-ce que tu sais qui ont été les différents acteurs qui ont été démarchés pour le rôle de Bruce Willis? Il y en a eu plein. Je sais qu'il y a eu Schwarzy parce qu'en fait, ça devait être la suite de Commando au départ. Il a dit non. Je sais qu'il y a eu Stallone. Je sais qu'il y a eu Richard Gere. J'ai entendu aussi Al Pacino. Oui. Nick Nolte, Mel Gibson. Enfin, il y en a eu beaucoup. Ouais, il y a eu Clint Eastwood, Harrison Ford, Burt Reynolds, Don Johnson, Richard Dean Anderson, James Caan. Ouais. Même, j'ai envie de dire Richard Dean Anderson, ils ont même raclé les fonds de tiroir, quoi. Remarque, d'un côté, c'est le mec de MacGyver. Ouais, MacGyver, ça marche, hein. Oui, non, ça fonctionne. C'est vrai. Ça aurait pu être un MacGyver, en fait, le film, quasiment. Mais honnêtement, là, dans toute la liste qu'on a dit, le seul que je vois avec à peu près le même ton que Bruce Willis, c'est peut-être Mel Gibson. Ouais, je suis d'accord. Qui aurait pu faire à peu près le même taf, je pense. Tu vois, je vois pas un Clint Eastwood où ça aurait été très différent. Ouais, en fait. et Richard Gere, encore Richard moins. Al Patch, j'adore, mais je l'imagine absolument pas dans le film. Là, je vois sa scène dans Heat où il crie She's got a great ass. Tu vois, oui, ça aurait été autre chose. Ça aurait été très différent. Ça aurait été autre chose. Mais Bruce Willis est absolument parfait. Oui. Ça devient un peu sa marque de fabrique. Maintenant, quand tu penses à Bruce Willis, tu penses pas mal à John McClane quand même. Bah, je pense que c'est son rôle, un de ses rôles phares en tout cas c'est celui qu'il a exposé sur le grand écran. Mais en plus, c'était pas gagné parce que son rôle dans Clair de Lune, parce que c'est son premier grand rôle au cinéma, on va dire. Dans Clair de Lune, il est complètement à contre-emploi. C'est-à-dire, j'ai pas vu beaucoup d'épisodes de Clair de Lune, mais c'est un peu un gros pâteau qui fait des blagues et voilà. Il y a le côté humoristique et un peu goguenard qui est quand même là, mais c'est pas un homme d'action dans Clair de Lune. Il est détective privé, mais c'est Clair de Lune. Alors moi j'aimais bien Clair de Lune. J'ai vu Die Hard et je suis instantanément tombée amoureuse de Bruce Willis en fait. Comme beaucoup de gens. Il est excessivement sexy dans ce film, il y a rien à faire. Bon, des nombreux podcasts que j'ai pu écouter, je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui sont d'accord. Ouais, je crois que c'est pas là, il y a pas trop d'originalité. Je suis pas toute seule. Non, du coup, après, je m'étais mise à regarder un petit peu Clair de Lune quand ça passait parce que j'adorais Bruce Willis et que voilà, j'avais envie de voir ce qu'il avait fait avant. La majorité de la série, en fait, est basée sur la tension sexuelle entre lui et le personnage de Sybil Shepherd. Donc, c'est une série qui parle d'enquête, mais là, en réalité, le fil rouge, c'est vraiment le will they, won't they, est-ce qu'ils vont se mettre ensemble ou pas avec Sybil Shepherd. C'est un peu ça qui conduit le truc. D'ailleurs, alors je sais pas si c'est vrai ou c'est une mythologie autour du film, mais il paraît qu'au début du tournage de Clair de Lune, ils se sont
d'un commun accord, ils se sont donné rendez-vous pour coucher ensemble, en fait, ni plus ni moins. Bruce Willis et j'ai oublié le nom de l'actrice de Claire de Lune. Sybil Shepherd. Sybil Shepherd, pour dire bon bah voilà, ça sera fait et au moins on pourra se concentrer sur notre jeu d'acteur. J'ai jamais entendu cette histoire, mais ça me semble énorme quand même. Bah ouais, non apparemment c'est monnaie courante, ça peut arriver à certains acteurs à Hollywood. Punaise, Hollywood quoi. Bon, mais visiblement, alors là je vais peut-être écorner le mythe Bruce Willis, mais visiblement ils n'ont pas pu aller au bout du projet puisque Bruce Willis n'a pas réussi en fait. Voilà. Donc ah d'accord, intéressant. Bon, je sais pas, j'étais pas là, donc je sais pas si c'est vrai ou si c'est une légende. J'avais jamais entendu cette histoire. En tout cas, là pour le film, à la base, il avait dit non pour Die Hard parce que justement, ils étaient encore en train de tourner Claire de Lune. Mais ce qui lui a permis d'accepter, c'est que Sybil Shepherd est tombée enceinte. Et du coup, ils ont dû décaler une partie de la production de la saison. Donc en fait, il a commencé à tourner Die Hard en même temps que Claire de Lune, ce qui fait qu'il tournait de nuit Die Hard. Et que la journée il était sur le plateau de Claire de Lune, comme Michael J. Fox pour Retour vers le futur. Déjà, Michael J. Fox, c'était assez impressionnant parce que c'était sur la totalité du film, donc c'était quand même assez énorme. Mais là, Bruce Willis, même ça a duré apparemment 15 jours, 3 semaines, avec un rôle aussi physique que Die Hard, j'imagine pas dans quel état il a dû finir le tournage, mais ça devait être bien éprouvant. Mais c'est ce qui explique aussi l'importance de plein de personnages en fait secondaires dans le film, c'est-à-dire que Bruce Willis étant pas toujours sous la main, notamment sur les premières semaines de tournage, ils ont épaissi un peu les personnages secondaires de manière à ce qu'on les voit un peu plus à l'écran et que ça puisse compenser les absences de Bruce Willis sur les premières semaines de tournage. Et c'est ce qui donne des petites scènes hyper rigolotes et super que t'aurais pas nécessairement eu parce qu'en fait elles font pas avancer du tout l'intrigue. Genre le mec qui vient témoigner sur les otages, il y a des petits passages comme ça qui sont très très drôles et en fait que t'aurais pas eu en général. La plupart des réalisateurs auraient eu peur que ça casse le rythme parce qu'un film d'action il faut quand même qu'il y ait beaucoup de rythme. Mais au contraire, moi je trouve que c'est ça qui fait toute la saveur du film, entre autres. C'est et puis même la façon de filmer de McTiernan, c'est hyper rythmé, mais c'est pas. Comment dire, c'est pas trop rythmé en fait. Il y a beaucoup de films d'action où tu as un rythme, notamment les plus récents, les actionneurs, où tu as un rythme qui est hyper saccadé, etc. Où ça, pour garder justement le public un peu sous pression, quoi. Et là, je trouve que c'est rythmé, mais on prend quand même le temps dans Die Hard. On prend le temps d'établir plein de choses. Plein de choses. Et ça, c'est aussi, à mon avis, ce qui fait le succès du film, c'est que du coup, tu as le temps de t'identifier au personnage. Et on va y revenir, mais c'est pas non plus un super-héros, John McClane, comme Schwarzy dans Commando, voilà. Finalement, c'est des trucs dont on pouvait douter un peu, je pense, au moment du tournage où ils se sont dû se poser probablement plein de questions et qui, en fait, fait l'originalité du film, quoi. Justement, allons-y sur John McClane, un mec comme les autres. Ouais. C'est vrai que dans les films d'action, jusque-là, en fait, on nous montrait à quel point le héros était fort dès le début. Ici, le tout premier truc qu'on nous dit sur John McClane, il est dans un avion et il a la trouille. Et il a peur. Le premier truc qu'on nous dit sur lui, c'est qu'il a peur. Déjà, rien que ça, c'est hyper novateur en soi. Tu le vois après dans la limousine, il s'assoit devant, il n'est pas à l'aise à l'idée de s'asseoir à l'arrière. Quand il entre dans le lobby du Nakatomi Plaza, tu vois, c'est un plan immense et lui, il est petit dedans. Donc, il est vraiment pas caractérisé comme un héros visuellement au début du film, en tout cas. Et ça, je trouve que c'est fort finalement parce que oui, inconsciemment, tu vas plus t'identifier à lui. C'est un homme du peuple et c'est un petit flic. C'est pas du tout le super-héros qu'on pourrait imaginer. Même la raison pour laquelle il se déplace à Los Angeles, c'est en gros que sa femme est partie pour sa carrière et l'a laissé en plan à New York, quoi. Donc même ça, c'est sur la construction du personnage, c'est pas tout à fait ce dont on a l'habitude où effectivement. Dans les films d'action jusque-là, t'avais en général ou Stallone ou Schwarzy qui était omniscient, qui savait tout faire, qui était hyper fort et intouchable. Bon là, c'est vrai qu'on est sur un personnage qui est à contre-courant de ça, complètement, quoi. John comme Holly d'ailleurs, ces deux personnages qui sont très forts dans le sens ils se laissent pas démonter, mais qui sont aussi hyper vulnérables. Tu les vois dans leur dispute par exemple, tu vois qu'en fait c'est très dur pour eux, ne serait-ce que de se parler et de communiquer. Ils sont pleins de fêlures et McClane, tu le vois vraiment, parce que tu sens qu'il s'en veut
d'avoir laissé les choses pourrir comme ça avec sa Ouais. femme. Tu sens qu'il y a beaucoup de regrets derrière son... C'est vraiment pas un personnage... il est tout en émotion, en fait. C'est ça qui est intéressant aussi. Et c'est vrai, mais aussi, tu sens aussi qu'ils sont hyper forts tous les deux. Ils ont un objectif chacun et ils transigent pas. Tu comprends que pour sa femme, c'est sa carrière et qu'elle veut absolument réussir dans le monde de l'entreprise des années 80. D'ailleurs, on y reviendra. Ça aussi, c'est hyper prégnant, je trouve, dans le film, le rapport à la boîte, quoi. Et que John, lui, il veut pas partir de New York parce que c'est sa vie. D'ailleurs, quand il arrive à Los Angeles, c'est assez marrant parce que il est pas à sa place, quoi. Enfin, pas du tout. Dès sa sortie de l'avion, il y a une espèce de nana qui tombe dans les bras d'un mec et il se retourne, il dit California. Ouais, tu sens qu'il a pas envie d'être là et que vraiment Et il a pas du tout envie d'être là. Il les méprise un peu même d'ailleurs. Ah, complètement, oui, tu sens qu'il y a... Il fait pas d'effort pour s'intégrer. Ouais, voilà. Et il a exactement. pas envie d'en faire, D'ailleurs, clairement. je m'en rappelais plus, tu vois, mais en revoyant le film, je le trouve hyper antipathique avec le conducteur de limousine qui est hyper sympa en fait. Mais Au début, ouais. en gros, il lui dit ferme ta gueule, regarde la route, quoi. Justement, il est génial, le conducteur de limousine. Comment faire de l'exposition? Parce que toute la scène où il discute, c'est une grosse scène d'exposition où en gros on t'explique tous les enjeux, pourquoi il est là, la relation Ouais, avec c'est sa femme. Et ça passe bien parce qu'en fait le dialogue il est super rigolo. Il est enlevé, les personnages sont sympas. C'est vraiment bien fait parce que l'exposition, c'est un des trucs les plus difficiles, en fait, je trouve, dans les films, pour que ça fasse pas je débarque avec mes gros sabots, coucou le public, as-tu compris que là, vraiment, c'est bien fichu. Bah, puis même sur le plan d'avant, tu faisais allusion dans l'avion, en implant, t'as tout compris, c'est-à-dire qu'il y a l'alliance, tu vois les mains de John McClane qui est stressé parce que l'avion atterrit et que visiblement il a peur. Il y a l'alliance, il y a le flingue où le mec le regarde bizarre, il lui dit non mais je suis flic. Quoi, en 2 minutes, tu sais à peu près qui est John McClane, t'as tout compris. C'est sûr, complètement. Et puis, aussi, autre chose qui est intéressant par rapport au fait que c'est... Il essaye pas de jouer les gros bras, en fait, au début. Pendant toute la première partie du film, McClane, il essaie de trouver de l'aide et il essaye pas de combattre, il essaie d'attirer l'attention, D'alerter, ouais. voilà, d'alerter les forces de l'ordre pour qu'on vienne l'aider. Et ça aussi, si tu regardes les films de l'époque, c'était pas ça, quoi. C'était des gros bras, ils débarquaient, ils défonçaient la gueule de tout le monde et on n'en parle plus, ils cherchaient même pas à se faire aider. Mais ce que tu dis au niveau du premier plan, il y a un storytelling visuel mais qui est incroyable dans ce film. Quand tu prends le temps de regarder, c'est incroyable. Ouais. Déjà, toute la première partie du film, McClane, il est dans le bord du cadre pour montrer qu'il n'est pas du tout dans son élément, en fait, dans cet environnement. C'est un outsider, quoi, littéralement. Quand il s'engueule avec Holly, au début du film, ils sont dans 2 pièces différentes, donc ils sont physiquement et mentalement séparés. Enfin, il y a plein de petites choses comme ça. John est toujours filmé allant de la gauche vers la droite au début du film, alors que Holly est toujours filmé allant de la droite vers la gauche. Donc ils sont littéralement dans des vies et des mouvements, enfin des cursus de vie opposés. Ça, je ne l'ai pas vu moi, c'est pas moi qui l'ai repéré, hein, c'était dans la vidéo du cinématographeur que je vous encourage à aller voir parce qu'elle est hyper approfondie sur Die Hard. Et il y a plein de moments aussi où la caméra, elle est hyper dynamique et où tu aurais des champs contre champs, en fait, de manière tout à fait logique dans n'importe quel film. Là, McTiernan, il le fait pas. Donc la scène que tu citais au début où il est dans l'avion, au lieu de nous filmer son voisin et John McClane qui se répondent en champ contre champ, non, t'as John qui est sur le côté de l'écran et c'est le mec que tu reverras jamais, en fait, qui est centré dans l'image. Ça aussi, ça dit plein de choses, en fait. C'est vraiment, vraiment bien fichu. Et même sur la scène avec les photos aussi dans le bureau de Holly, là aussi tu comprends en fait en 2 secondes que voilà, c'est son mari, tu sens qu'il y a toujours voilà, des sentiments, mais que voilà, il y a des choses compliquées, elle baisse la photo, en plus ça a un intérêt pour l'histoire et pour la trame après, mais ouais. Là t'as compris en 2 minutes où ils en étaient quoi, tous les deux. Exactement. Autre chose qui est vraiment bien foutue, c'est les discussions au talkie-walkie. Ouais. Parce que donc déjà elles ont été tournées à 4 mois d'écart, donc forcément pour les acteurs ça rend pas les choses simples. Les personnages ils sont pas du tout dans le même espace et les regards se répondent. On garde une grammaire visuelle cohérente comme si en fait ils étaient dans la même pièce et ça c'est très important aussi je trouve pour arriver à raccrocher les 2 lieux qui techniquement sont très éloignés l'un de l'autre, mais arriver à faire qu'il y ait une cohérence dans le dialogue. Et je trouve que c'est pareil, c'est brillant en fait, parce que ça te permet de vraiment rester impliqué dans le dialogue et dans la relation qui se crée entre Hal et McClane aussi, qui
qui a pas mal d'importance d'un point de vue émotionnel dans le film. Et même dans la relation entre McClane et Hans Gruber, hein, parce qu'il y a une vraie relation entre, entre le héros du film et le méchant du film, qui est génial. Pour moi, c'est un des méchants les plus emblématiques du cinéma. Il est exceptionnel, Alan Rickman, dans le rôle. Son premier rôle au ciné, d'ailleurs, j'ai vu ça. Il était acteur de théâtre, lui, à la base. Il jouait dans Les Liaisons dangereuses, l'adaptation sur scène. Alors, je sais pas si c'était aux États-Unis ou. Je crois que c'est le réalisateur qui l'a vu sur scène et qui a dit mais lui, il nous le faut, il est fantastique. Enfin, souvent imité et jamais égalé quand même, Hans Gruber. Hein. Ouais. Alors j'aime bien son frère aussi dans le troisième volet de Die Hard. Mais oui, non, il est juste génial. Et en plus, il était pas fait pour les films d'action à la base, Alan Rickman, parce qu'il a plein de peurs, plein de craintes. Il a le vertige, donc la scène finale où il tombe du haut de la tour, ils lui ont fait une petite feinte en le lâchant à 2 et pas à 3. Donc ça explique aussi le visage de terreur qui est franchement pour moi une des scènes de mort les mieux interprétées, les mieux réalisées. Petite dédicace à Marion Cotillard. Oui, dédicace. Tout à fait. Je n'ai pas de mémoire visuelle, mais cette image, le visage qu'il a quand il tombe et le plan au ralenti, elle est gravée dans ma mémoire, quoi. Vraiment, je trouve que... Ouais, mais elle est hyper marquante. Ouais. Et ouais, donc ils le font tomber en gros d'un truc qui fait 7-8 mètres, quoi. Et en fait, les cascadeurs ont l'idée de dire, vu qu'il a le vertige, on va lui dire qu'on le lâche à 3, on va le lâcher qu'à 2, et du coup, on aura vraiment la terreur dans les yeux. Et tu vois vraiment la terreur dans les yeux. La terreur et le côté... Alors, il paraît qu'en plus, ils l'ont tourné 2 fois. Le pauvre. En plus, je savais pas, tu vois, je pensais qu'ils avaient pris dès la première. Mais ils ont gardé la première, donc en plus ça sert à rien. Dommage, juste pour le côté sadique du truc. Mais tu vois, en plus, tu vois la terreur et tu vois le côté, putain, les bâtards, quoi. Enfin, vraiment, tu sens qu'il est terrifié et en même temps hyper agacé, hyper énervé du piège qu'ils lui ont tendu. En fait, quand ils l'ont embauché pour le film, McTiernan voulait vraiment le rendre très dangereux en lui donnant tout un tas de gadgets. Alan Rickman, il a dit non, donnez-moi juste un costard 3 pièces. Mais c'est bien vu. Tu sens l'acteur de théâtre là. Ouais, carrément. Mais en plus, c'est bien vu parce que ça renforce l'opposition à McClane qui lui est en gros en débardeur tout le film. Même pas de chaussures, il est dégueulasse. Alors que lui, ouais, il est classe même jusqu'à la fin quasiment. Il a son costume et tout ça. Tu sens le mec hyper cultivé, très dangereux. Il ressemble un peu, je trouve, dans l'interprétation du méchant à Hannibal Lecter, tu vois, dans le côté très intelligent, très cultivé, très classe, mais en même temps hyper dangereux, quoi. Ouais, tout à fait. J'avais jamais fait le parallèle, mais t'as complètement raison. Surtout qu'au début du film, tu le vois, qui fait des citations. Il a pas l'air ultra dangereux, mais quand il tue Takagi... de sang-froid. Comme ça, sans sommation, tu te dis, ah oui, en fait... Et ça aussi, c'est bien fichu, parce qu'on te dresse le portrait du personnage assez rapidement, finalement. Et t'as vite compris que c'est une vraie menace. Hein. T'attends pas à ce qu'il le tue à ce moment-là. Ah non, pas du tout. Et ouais, ça surprend d'ailleurs, et ça renforce le côté... Il a fallu qu'il joue aussi avec le côté... Ils ont intégré beaucoup d'humour dans les punchlines, notamment de McClane, qui sont juste jouissives et hyper rigolotes. Mais fallait quand même que le spectateur sente une vraie menace et un truc hyper dangereux qui est en train de se passer. Donc c'est pas si évident que ça d'intégrer des notes d'humour dans un film comme ça où t'as des terroristes ou en l'occurrence des braqueurs qui prennent en otage, je sais pas, une trentaine de personnes. Et là, pour le coup, c'est hyper crédible. Enfin, je veux dire, t'es sous pression, mais en même temps, t'as des petites zones, des petits moments de respiration comme ça avec les touches d'humour de McClane. J'ai vu certaines critiques qui disaient ouais, moi, j'aime pas trop justement ce côté où quand il se fait notamment des réflexions à lui-même, où tu te dis ouais, mais c'est pas trop crédible, effectivement. Mais d'un autre côté, ça te donne un petit moment de... Non, mais honnêtement, ça, c'est bien fait, je trouve. C'est bien amené. Je trouve que c'est assez crédible, en fait. Moi, ça me gêne pas. En tout cas, ça m'a pas fait sortir du film. J'ai trouvé ça assez crédible. Et au contraire, ça donne des moments de respiration. On parlait tout à l'heure du rythme du film. Je trouve que ces petits moments de bouffée d'oxygène, entre guillemets, sont nécessaires aussi pour que le film continue à être visible sans que tu sois trop sous pression et sans qu'il tombe trop dans un truc trop noir et trop sombre. Je trouve qu'au contraire, c'est plutôt bien dosé, quoi. L'équilibre est parfait, parce que c'est un équilibre, comme tu dis, qui est difficile, parce que ça reste deux genres quand même. Ils n'ont pas les mêmes enjeux, la comédie et l'action en soi. Et je trouve que là, c'est très
très très bien fait parce que l'équilibre est bon. On garde la tension, mais on a quand même beaucoup d'humour, quoi. Donc ça passe bien. Ça participe au côté fluide du film. McTiernan, il échoue pas sur sa capacité à rendre l'action hyper lisible et en même temps hyper agréable. Ça coupe pas trop. Il y a des mouvements de caméra qui permettent d'opérer des transitions et qui annoncent même parfois le plan suivant. Ça, c'est vraiment bien orchestré par McTiernan. Je trouve que quand tu décryptes un petit peu la façon de filmer, ça casse pas le rythme du film, mais en même temps, il se laisse le temps de faire comprendre aux spectateurs les enjeux qui sont en train de se passer sous leurs yeux. Là, pour le coup, c'est juste le bon dosage et juste la bonne façon de procéder. C'est sûr. Tu dis vraiment faire comprendre aux spectateurs les enjeux. Rien que la géographie des lieux, je trouve que c'est vraiment bien fichu. Tu comprends assez vite où est situé quoi. Et ça, finalement, c'est hyper important pour la suite du film. Ça paraît bête, mais en fait, c'est hyper difficile à faire pour que ce soit très clair. C'est un truc, par exemple, que Michael Bay, qui a fait beaucoup de films d'action, pour ce genre de truc, je le trouve à chier. Quand une scène d'action de Michael Bay, tu ne piges pas ce qui se passe. Ouais, c'est vrai. Il y en a de partout, mais t'es incapable de dire, il y a tel personnage qui a fait ça, après il y a tel... Alors que là, il y a une vraie façon de faire qui te permet de suivre et de comprendre exactement qui est la menace à tel moment, comment il meurt, pourquoi. Et en même temps, ça renforce le côté où tu es un peu sous pression tout le temps, parce que vu que la tour, il y a même des étages qui sont encore en travaux, etc. Tu sais qu'il y a plein potentiellement de passages, le côté perpendiculaire un peu, avec les ascenseurs qui vont de haut en bas, les conduits d'aération qui sont horizontaux. Tu te dis que n'importe quel terroriste peut arriver d'un moment à l'autre dans la pièce où se trouve McClane, et ça c'est bien fait aussi, je trouve, le côté, ça renforce le côté huis clos aussi de la tour, où t'as pas forcément de communication avec l'extérieur, mais le truc avec entre les ascenseurs, les conduits d'aération, les étages qui sont tous perpendiculaires les uns aux autres, ça peut arriver de n'importe où. Exactement, et en plus il faut aussi penser aux difficultés techniques de filmer dans des lieux hyper restreints comme l'ascenseur ou le conduit d'aération. Alors pour le coup, en plus, ils ont tourné dans le bâtiment de la Fox. Ouais. Donc il y a un vrai bâtiment de travail et donc c'est pas un studio, donc ça rajoute encore des difficultés. Comment tu peux déplacer ta caméra, quel espace tu as disponible pour toi et pour ton équipe. Il faut saluer, je pense, aussi le travail de Yann de Bont, qui est un photographe de Piège de cristal, parce que le travail qui est fait, c'est hyper méticuleux. Au début, tu as des filtres un peu orange pour renforcer le côté soleil qui se couche, etc. Tu as toujours des trucs où c'est éclairé, où la tour est éclairée de l'extérieur, qui fait que tu as notamment les stores qui se projettent sur les murs, etc. Tu te rends bien compte que la tour a son rôle à jouer en fait dans l'histoire et qu'elle est un des acteurs principaux du film. Il y a un travail hyper méticuleux de Yann de Bont sur le film et ça participe aussi au côté très immersif du truc, parce que le fait que ce soit éclairé par l'extérieur, que tu aies toujours soit un mur, soit une fenêtre, soit des stores qui se projettent à l'arrière des personnages, voire même parfois sur les visages des personnages, c'est partie prenante dans tout le film, et c'est hyper bien foutu. D'ailleurs, pour faire un certain nombre d'explosions, il y a aussi des flashs super puissants qui ont été utilisés pour pouvoir filmer de l'extérieur et ensuite y insérer les explosions et tout ça. Enfin, il y a eu un travail de titan de Yann de Bont sur ce film-là, quoi. L'image est belle parce que la difficulté, c'est aussi de filmer dans l'obscurité à pas mal de moments, de nuit, ça rajoute des complications. Les terroristes, enfin la bande d'Allemands là, est toujours filmée avec la lumière derrière eux pour renforcer le côté hyper menaçant et tout ça, notamment Gruber, il est sur les premières scènes, t'as des plans assez proches avec la lumière qui arrive de la fenêtre qui est à l'extérieur, qui est derrière lui, où tu vois soit la silhouette, soit le visage de Gruber se dessiner. C'est hyper bien foutu aussi, ça, parce que ça renforce le côté hyper menaçant du personnage. Vraiment, quand tu décortiques le truc, il est quand même, c'est hyper précis, hyper méticuleux. C'est pas juste un film d'action bourrin avec des flingues et un mec musclé qui défend la veuve et l'orphelin, quoi. Tu l'as un peu évoqué tout à l'heure, mais il y a une vraie thématique derrière sur la hiérarchie sociale, en fait, où McClane est un homme du peuple, entre guillemets le gueux, et où les gens qui l'entourent, les terroristes, mais aussi le personnage de Ellis par exemple, ou les gens, les collègues de sa femme, qui sont techniquement plus hauts que lui dans la hiérarchie. Ça se voit aussi avec les agents du FBI, le deputy chief de la police et le petit flic Hal qui est là et qui essaie de faire ce qu'il peut. On inverse en fait la hiérarchie et on montre que les personnes qui sont le plus haut placées, c'est
pas les plus compétentes et c'est pas forcément celles qu'il faudrait écouter, et que le petit mec du peuple, en fait, c'est lui qui aura les bonnes idées et qu'il faudrait peut-être lui prêter un peu plus d'attention. Ouais. D'ailleurs, il y a plein de plans, c'est assez intéressant, qui montrent cette hiérarchie, notamment quand il y a les 2 agents du FBI. Tu les vois qui sont, eux, en haut du plan, ça fait une sorte de triangle, en fait. Et en bas, tu as le deputy chief, et encore un petit peu en dessous, tu as le personnage de Hal. Donc ça montre vraiment la hiérarchie sociale. Tu vois tous les personnages dans le plan, mais tu comprends tout de suite qui est au-dessus et qui a le pouvoir de décision. Même la scène où les mecs du FBI, Johnson & Johnson d'ailleurs, Dupont et Dupont. Oh, je les adore. Ils sont tellement drôles. Ils font pas long. Mais j'aime bien quand il lui dit qui est le responsable des opérations, et l'autre tout fier, il dit c'est moi, et il lui dit non, plus maintenant. D'ailleurs franchement, les flics et le FBI sont hyper maltraités dans le film, à part McClane, et puis j'ai mangé son nom, mais Hal, ouais. Mais sinon tous les autres ils passent vraiment pour des cons, quoi, du début à la fin du film. C'est sûr. Et ça, c'est un truc qui était vachement rare aussi, parce que ça reste l'époque Reagan. Ouais. Et à l'époque, l'armée et l'autorité de la police, c'était pas un truc qui était remis en question, tu vois, dans les films d'action des années 80. Et là, mais c'est vraiment des boulets. Ils servent à rien, ils sont nuisibles même, en fait. Et tu vois, c'est marrant que tu soulèves que c'était l'époque Reagan, parce qu'au final, si tu réfléchis bien, ça annonce presque l'arrivée au pouvoir de Bill Clinton et plus tard d'Obama, où tu sais que ils sont super puissants, mais ils sont cool, entre guillemets, tu vois ce que je veux dire, ils ont ce côté cool, un peu sympa. Tu te dis, mais j'aurais bien pris un repas avec Obama, tu vois. Et il y a ce côté un peu dans Die Hard, un peu qui annonce un peu la suite des événements, où tu peux être cool et super puissant, quoi. C'est ce qu'a John McClane. Mais quand tu regardes même les personnes qui travaillent dans cette entreprise, c'est tellement... l'ère Reagan des années 80, c'est incroyable. Ça, par contre, tu vois, si c'est peut-être le seul truc... Alors, tu comprends, parce que tu remets le film dans son contexte et dans son époque, mais c'est presque le truc qui m'a un peu sorti du film, c'est-à-dire que... Pas sorti du film, j'exagère, mais qui me gêne un peu, c'est... McClane, tu comprends que ça fait longtemps qu'il a pas vu ses gamins, par exemple. Les premiers trucs qu'il fait, c'est il va dans la boîte de son ex-femme ou de sa femme, en tout cas avec qui c'est compliqué, et puis la soirée, je sais pas quelle heure il est, mais c'est de 19h, tout le monde est sous coke, ça déglingue dans les bureaux, c'est incroyable. Mais tu vois qu'ils passent leur vie au travail, en fait. Il y a même une allusion au bureau avec la salle de bain qui est briguée par la femme de McClane, etc. Oui, là c'est une autre époque. Bon, je te passe les coupes de cheveux, les vêtements et tout ça qui sont aussi so 80s, mais bon, ça c'est normal. Le film a été tourné à cette époque-là, donc ça c'est logique. Mais c'est vrai que c'est le truc où tu te dis, bon là quand même, ce truc-là est un peu daté, et c'est pas, ils sont pas chez Google, quoi. C'est c'est sûr. C'est une autre époque, un autre rapport au travail. Alors pour le coup, Takagi, je trouve c'est un personnage, on le voit pas longtemps, on le voit pas longtemps, mais qui est très sympathique tout de suite. T'as beaucoup de sympathie pour lui. Tu sens que c'est quelqu'un qui prend pas McClane de haut. Ouais, déjà. Parce qu'il vient d'un milieu modeste, si ma mémoire est bonne. Oui. C'est ça, quand... Oui, tu comprends que c'est un mec qui s'est fait tout seul, en fait. Quand Gruber fait son CV, là, tu comprends que c'est un mec, qui vient du bas de l'échelle aussi. Ça a autant plus d'impact, du coup, quand il est assassiné au bout d'un quart d'heure de film. C'est aussi pour le mettre en opposition avec Ellis, donc le collègue d'Holly, qui est une sombre merde. T'es ta baffe, connard premier, quoi. Lui, c'est vraiment... T'es presque content qu'il se fasse buter, quoi. Ah mais oui, quand ils arrivent dans le bureau, il est là en train de se shooter. Et j'adore Takagi qui dit « Oui, c'est son mari, le policier. » Ah ouais, j'en ai fait. Et l'autre, il lui dit « Montre-lui la Rolex. » Mais elle est intéressante, cette montre aussi. Ouais. Là aussi, ça va dans cette thématique-là. Holly, donc, a une montre qui vaut, je sais pas combien de milliers de dollars. À la fin, c'est grâce à cette montre, c'est en enlevant la montre du poignet de Holly que le méchant meurt. C'est grâce à ça, donc ça veut quand même, il y a quand même une thématique. La symbolique est bonne. Hein. Ouais. Je pense qu'elle n'est pas innocente, en effet. Et autre chose aussi par rapport à ça, McClane est un homme du peuple, ce qui fait qu'il va pas s'asseoir à l'arrière de la limousine parce que il se sent pas à l'aise avec ça. Et donc c'est le nounours qui est placé à l'arrière de la limousine à sa place. Et un petit peu plus tard, ça je l'avais pas repéré, j'ai vu ça dans la vidéo du cinématographeur aussi, j'ai trouvé ça fantastique. Un peu plus tard, tu as le chef de police qui arrive et qui se fait conduire et qui lui est assis à l'arrière, la place où auparavant t'avais vu le nounours dans la limousine. Là lui dans la, okay. Il est assis au même endroit dans la voiture de police.
Je trouve ça brillant. Là aussi, ça dit plein de choses. Ouais, bah ça, je l'avais pas vu, tu vois. Mais en effet, la prochaine fois, je regarde Piège de cristal, je ferai attention à ça. Regarde le nounours. Je regarderai le nounours. Enfin, j'avais vu que le nounours était derrière la limousine, mais j'avais pas fait le parallèle avec le chef de la police. On revient sur le côté hyper taquin de McClane, parce que j'adore. Je suis fan. I know I have a machine gun. Oh, 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 ça, c'est magique, quoi. Tu sais qu'ils vendent le sweat. J'ai vu. J'en veux un. Je suis pas loin de cliquer sur mettre dans mon poignet, quand Moi même. aussi, j'en veux un. J'adore ce truc-là. Et la réplique pour moi phare du film, il y en a plein, il y a plein de punchlines, mais celle que j'adore, c'est quand sa femme voit l'agacement de, je crois que c'est Carl le nom du personnage. Bon, McClane a juste buté son frère et lui l'a bien fait remarquer. Voilà. Donc, ce qui met évidemment dans un état de rage incroyable. Et tout de suite, Holly dit, mais il est pas mort, John n'est pas mort s'il y a que lui qui peut remettre un mec dans un état pareil, quoi. J'adore ce moment du film parce que tu te dis waouh, c'est génial. C'est génial. Il joue de ce côté taquin, le côté cow-boy un peu. L'autre le méprise au départ, Gruber, il l'appelle le cow-boy, etc. Mais même McClane se présente comme le grain de sable dans la mécanique et l'emmerdeur de service, quoi. Et il joue de ça tout le film. D'ailleurs, quand il se bat avec Carl à la fin, ce qui fait que McClane gagne, c'est qu'il lui dit quand j'ai buté ton frère, il a crié comme une chochotte ou un truc comme ça. Et l'autre, du coup, il sort de ses gonds, et ce qui permet à McClane de reprendre le dessus. Enfin, j'aime bien ce côté, on va dire taquin, c'est un mot un peu faible, mais l'emmerdeur de service, quoi, le petit grain de sable dans les rouages. Non, mais même à la fin, quand il lui dit c'est Gary Cooper, connard, alors que l'autre, j'aime bien, enfin, je trouve, voilà, c'est rigolo, quoi. C'est vraiment bien. Je voudrais juste revenir sur Alan Rickman aussi. La scène où il joue l'américain. Oui. Je trouve que cette scène, elle est super chouette. Et alors, en France, comme voilà, j'ai découvert le film plutôt jeune, je l'ai vu en français un paquet de fois, c'est vrai que t'as pas cette notion de il change son accent. Ouais. En anglais, vraiment, c'est flagrant. En fait, à la base, elle n'était pas écrite dans le script, cette scène. C'est Alan Rickman qui s'amusait à imiter plusieurs accents sur le plateau. Donc, tiens, je te fais l'accent californien. Tiens, je te fais l'accent de Boston. Tiens, voilà. Et le mec, l'un des scénaristes, De Souza, il était sur le plateau parce qu'il faisait pas mal de réécriture en direct. Et il l'entend faire ça. Et il décide d'écrire cette scène en se disant, mais ça, faut l'exploiter, c'est génial. Et au début, le producteur et le réalisateur, ils n'étaient pas pour. Ils pensaient que ça allait pas faire une bonne scène. Et finalement, mais je trouve que ils ont quand même décidé de la tourner un peu pour voir. Et finalement, je trouve que c'est une des meilleures scènes en fait, parce que sinon, Hans et McClane ne se rencontrent pas face à face avant la fin. Et je trouve que c'est bien qu'on ait ce petit passage. Et le jeu d'acteur de Rickman, il est fantastique. Il est top, et en plus, ça t'annonce presque un peu la fin où tu penses que, enfin même tout le film où tu penses que Gruber a un temps d'avance sur McClane, et tu te rends compte en fait que McClane l'avait vu venir. En fait non. Même à la fin, quand il a son flingue scotché dans le dos, là, bah ça t'annonce un peu la fin, cette scène finalement. Je voudrais parler un petit peu de la BO aussi. Ouais. Si ça te va. Donc, ils ont utilisé l'hymne à la joie, un peu comme l'hymne de Hans Gruber ou des terroristes. Mais ce qui est intéressant, c'est la façon dont ils s'y sont pris. McTiernan, il s'est inspiré d'Orange Mécanique, où on entend l'hymne à la joie d'ailleurs, et on entend Chantons sous la pluie notamment, qui sont utilisés un peu à contre-courant dans des scènes hyper violentes. Qui sont hyper violentes et très malaisantes, alors que c'est plutôt des musiques techniquement qui sont plutôt... sympathique et joyeuse. McTiernan, il décide d'utiliser l'hymne à la joie et il demande à son compositeur, pour dérouter le spectateur, en fait, il lui demande d'en utiliser juste des tout petits bouts dans le début de la bande originale. Au début du film, à partir du moment où il y a les terroristes, de temps en temps, t'entends juste bam, 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 bam. T'as la musique de fond qui continue, mais t'as juste des petits bouts de l'hymne à la joie qui sont découpés. Ce qui fait que, un peu inconsciemment, tu pensais avoir identifié un truc, mais ça s'arrête là, tu vois, ça te met un petit peu mal à l'aise, tu te demandes un petit peu, il y a un truc qui s'est passé. Il y avait des techniques un petit peu similaires dans Shining d'ailleurs pour faire peur aux spectateurs. Ouais. Et au début, quand McTiernan a demandé ça au compositeur, il était contre parce que Beethoven, en fait, pour lui, c'était Dieu, quoi. Et il trouvait que c'était un sacrilège d'en faire des petits bouts, d'en découper des petits bouts comme ça. Et finalement, ça marche très bien. Et donc, on l'entend après joué par l'orchestre, fredonné par Gruber. Et on l'entend au final quand ils ouvrent le coffre à la fin. C'est là qu'on l'entend vraiment.
l'hymne à la joie en entier. Et ils ont utilisé le même procédé de leitmotiv avec la musique Winter Wonderland. Pareil, des moments, t'entends des petits bouts de la chanson. Et bon, comme c'est un film de Noël, il y a tout un débat autour de ça, si c'est un film de Noël ou pas. Ouais. Débat un peu stérile, mais bon. Ils utilisent Winter Wonderland comme ça, des petits bouts dans la bande originale. Et évidemment, le film termine sur Let It Snow. Donc si ça, c'est pas un film de Noël... Ouais, c'est... Bon, il y a un code. Voilà. Tout est maîtrisé, en fait. C'est ça qui fait de ce film un événement avec plein de sous-Die Hard derrière. Puisque tout le monde a voulu imiter le style. Et parlons, ça te va si on passe au box-office et à la réception critique ? Ouais, ok. Et ça a été un succès public assez surprise. Alors les critiques étaient mitigées, mais par contre, ça a remporté vraiment l'adhésion du public. Il y a plus de 140 millions de dollars de recettes mondiales. Pour un budget de 28 millions de base, c'est un très très beau succès. Et sans parler de l'exploitation vidéo par la suite, qui a aussi eu beaucoup de retentissement. Ils ont eu 4 nominations aux Oscars, son, montage sonore et effets visuels. Ils en ont gagné aucun. Mais c'était que des nominations pour des Oscars techniques. Après, ça serait discutable. Moi, je dis Hans Gruber comme meilleur second rôle. Ça aurait pu. Clair. Et du coup, comme tu dis, tous les studios volaient leur Die Hard. Donc en fait, on a eu droit à plein de mauvais films ou de films moins bons qui réutilisaient la même idée où tu as en fait un seul lieu dont on peut pas s'échapper, un mec qui se parle à lui-même et qui fait des petites blagues et un méchant super smart et très éloquent. Donc on a eu Piège en haute mer avec Steven Seagal. Ouais. Je ne ferai pas de commentaires. Air Force One. Passager 57, Air Force One, il y en a eu plein. Voilà, Cliffhanger. C'est Die Hard sur une montagne. Speed, c'est Die Hard dans un bus. Alors Speed, c'est marrant parce que ça devait être le scénario de Die Hard 2 en fait. Ah d'accord, je savais pas ça. Ouais, à la base. Et du coup, c'est justement Yann de Bond qui fait Speed, pardon, que j'ai bien aimé. Oui, j'ai bien aimé Speed, moi aussi. C'était plutôt un bon film. Enfin, Keanu Reeves n'interprète pas quand même... il est moins taquin que McClane, autant que je me souvienne. Je l'ai pas revu Speed depuis longtemps, mais tu t'identifies moins du coup. Il fait plus super-héros dans Speed. C'est vrai, t'as raison. Mais ouais, c'est marrant que ça soit Yann de Bond qui a réalisé Speed alors qu'il était directeur de la photographie sur Die Hard. C'est quand même assez chouette. Alors, il y aura encore des milliers de choses à dire. Moi, je pourrais parler de Die Hard pendant des heures. Ouais, moi aussi. Juste, deux, trois petites anecdotes. Ouais. Aussi, quand le film est sorti en Allemagne, les terroristes, les braqueurs sont devenus irlandais. Enfin, en Allemagne, en fait, quand tu vois Piège de cristal, les terroristes sont irlandais. Ce qui a posé problème d'ailleurs pour le... Oui, il s'appelle Jack Gruber, je crois. Ouais, c'est ça, exactement. Et ce qui a posé problème du coup pour Die Hard 3, par définition. Puisque du coup, il n'y avait pas de lien entre le terroriste allemand de Une journée en enfer et Piège de cristal, donc il a fallu qu'ils trouvent des petits subterfuges. Et pour finir, le plus allemand de tous les acteurs du film, c'est quand même Bruce Willis, puisqu'il est né en Allemagne, il est arrivé aux États-Unis quand il avait 2 ans, il est naturalisé américain, mais il est né allemand, Bruce Willis. Ah d'accord, je savais pas, ok. Donc c'est rigolo, du coup, puisque tous les autres acteurs, je crois que celui qui joue Karl, c'est Alexander Godunov qui est russe. Oui, il était danseur étoile d'ailleurs, ça m'a paru incroyable. Mais quand tu le vois ça. un peu dans la scène de bagarre, c'est quand même hyper chorégraphié, et tu sens une certaine élégance de Godunov, même si c'est un truc hyper brutal et violent, tu sens qu'il est... il y a une vraie grâce, quoi. Ouais, complètement, oui, mais c'est sûr. Ouais, ils sont pas très allemands, et puis c'est la seule trilogie où ils castent 2 grands méchants allemands chez des Britanniques, en fait, quoi, parce que Jeremy Irons, dans le 3, est anglais aussi. Donc, exact. Et puis bon, voilà, quand même, McClane, c'est l'américain moyen dans le film. Bon, ça veut dire que c'est lui qui est né en Allemagne et pas les autres, c'est assez marrant, quoi. C'est assez marrant. C'est pas mal. Je sais pas si tu voulais ajouter quelque chose. Non, juste pour dire que le doublage français est quand même cool. Moi, j'aime bien voir le film en français. Oui. Patrick Poivet, Rest in Peace. Oui, la voix de Bruce Willis était quand même emblématique. Ouais, je trouve. Et je trouve que ça, c'est plutôt bien réussi aussi. Ça apporte même un peu au film. Ça marchait bien. Ouais. Ça marchait plutôt bien. Ouais, non, à part ça, je pense que j'ai dit... comme tu dis, on pourrait faire 4 heures sur Die Hard, mais on a un temps limité, donc on va le respecter. Après, si vous voulez creuser un peu plus, il y a des tas et des tas de vidéos sur le sujet sur Internet. Juste une petite annonce, s'il y a quelqu'un qui nous écoute et qui vend une PlayStation 1 avec Die Hard Trilogy, je peux y mettre un peu d'argent si nécessaire. Je cherche. On y a joué à celui-là aussi. Ouais. Et ça m'a donné, le fait de revoir le film m'a donné envie d'y rejouer, probablement que je serais un peu déçu du résultat. J'en garde un souvenir mémorable, mais avec les évolutions techniques, il serait probablement moins sympa à jouer. Mais si toutefois il y a quelqu'un qui veut me faire un prix abordable, je suis à l'écoute du marché. Tu prends. Je prends. Ça marche. On vous remercie de nous avoir écoutés. On vous retrouve la semaine prochaine avec un autre film qui sera bien différent encore.
Merci Kinou. Bonne semaine à tous, merci Marie, merci à tous et Yippee-ki-yay. Yippee-ki-yay, motherfucker. À bientôt. Salut.